En me promenant dans les méandres d'Internet, une nuit d'insomnie, je suis tombée sur cette rumeur. Un prince éthiopien aurait voulu épouser une princesse japonaise dans les années 30, mais le mariage n'aurait jamais eu lieu. Moi, je pensais que c'était une rumeur, comme l'histoire de la Joconde qui aurait été asiatique ou la mort de Paul McCartney. Mais j'étais intriguée. J'étais fascinée par cette histoire, elle tournait en boucle dans ma tête. J'ai passé presque 1 an à faire des recherches, dans toutes les coupures de journaux du monde entier. Depuis les États-Unis jusqu'au Japon. J'ai lu des dizaines d'articles universitaires, en français, en anglais, en italien même. J'ai fouillé dans la généalogie de dynasties que je ne connaissais même pas. Alors je crois pouvoir affirmer, 1 an après, ma conclusion. Le mariage entre un prince éthiopien et une noble japonaise n'est pas une rumeur. Bonsoir! Comme je suis incapable de faire des vidéos de moins d'1h20, je les séparer en 3 épisodes. Le contexte, l'histoire et la fin. Si tout se passe comme prévu, le contexte sort vendredi à 18h, donc c'est la vidéo que vous regardez actuellement. L'histoire commence samedi à 18h et la fin de l'histoire sera dimanche à 18h. Bisous à tous! Pour bien vous situer l'histoire, laissez-moi vous donner quelques éléments de contexte. Au début du XXe siècle, ça fait plus ou moins 1 siècle que le monde entier se trouve changé par la colonisation. Presque toute l'Afrique et l'Asie sont séparées en territoires dépendants des Européens. Par exemple, en Asie, le Vietnam, le Laos et le Cambodge, qui ont pourtant des cultures qui sont radicalement différentes, et parfois même en guerre les unes avec les autres, ont été rassemblés sous le nom de Indochine française. En Afrique, l'immense territoire de l'Afrique occidentale française regroupe les peuples les plus opposés, du Sénégal au Tchad, de l'Algérie à la Côte d'Ivoire. Au début du XXe siècle, il reste quand même quelques peuples, quelques pays, qui résistent tant bien que mal à la colonisation, comme les Perses, les Ottomans, les Tibétains ou les Japonais par exemple. Et en parlant des Japonais, l'Empire du Japon, lui, est en plein bouleversement politique et sociétal. L'Occident est vu à la fois comme un ennemi et comme une chose étrange de laquelle on peut s'inspirer. L'histoire de l'art japonais, par exemple, est influencée par le mouvement réaliste, puis impressionniste, comme par exemple le montrent les peintures de Kuroda Seiki. L'industrie commence à se développer. Arrivent les bus, les tramways, les trains, et pourtant les maîtres des estampes sont toujours très respectés, et influencent même l'art européen, comme Hokusai, qui inspirera Van Gogh par exemple. Les temples shinto sont toujours respectés, et les kimonos ne sont pas considérés comme arriérés, voire sauvages, comme ça pourrait être dans d'autres cultures. Les statues de tanuki et de renards au bas des chemins, symboles de kami, sont toujours saluées par le peuple. Au début des années 20, la modernisation du Japon a fait que même les hommes des basses classes peuvent espérer faire fortune dans la ville de Tokyo, qui se développe de plus en plus d'ailleurs. Ils peuvent devenir constructeurs d'avions, conducteurs de locomotives, médecins, tailleurs ou même hommes d'affaires. La structure patriarcale de la famille japonaise se renforce de plus en plus autour de l'homme de la maison. Les femmes peuvent tout de même faire des études, mais très vite, la pression sociale pour se marier jeune et avoir des enfants se fait ressentir. Et pour les femmes des campagnes, on peut même sauter l'étape des études pour aller directement au champ et aux tâches domestiques, en plus de s'occuper des enfants. L'homme devient une figure forte, virile, qui ne laisse aucune émotion guider ses décisions et qui doit tout faire pour protéger l'honneur de sa famille. L'idée est de se rapprocher au plus près de l'idéal masculin au Japon, le samouraï. Pour l'y aider, la femme doit être discrète, modeste, silencieuse, acceptant les souffrances de la vie comme une fatalité. Le rapport entre l'homme et la femme dans le Japon d'avant et d'après-guerre peut se retrouver dans 2 films que je vous conseille, Le Soldat Dieu et Mother's Tree. Toute cette pensée-là se développe avec le couronnement de l'empereur Showa, en 1926, qu'on connaît sous le nom de Hirohito en Occident. Alors que l'empereur a au Japon un rôle de dieu vivant, l'ère Meiji et l'ère Taisho en ont fait un humain décisionnaire, un chef d'État qui se passera bien de l'avis du gouvernement constitutionnel, ou plutôt se passera bien de ses critiques. Cet empereur va être soutenu par les partis Kodoha et Toseiha, des partis d'extrême droite qui souhaitent la militarisation du Japon et l'attaque pure et simple de la Chine et des autres nations asiatiques. Cette volonté guerrière s'explique pour plusieurs raisons. D'abord, la démographie.
Dans les années 1920, avec le développement de la médecine, de l'accès aux soins et l'arrivée de migrants coréens, le Japon subit un baby-boom conséquent. L'archipel commence à se faire de plus en plus petit pour sa population et le manque de place se fait ressentir, surtout dans les grandes villes comme Osaka ou Tokyo. La deuxième raison de la confiance que les Japonais ont dans leurs armées et la raison de pourquoi ils veulent envahir à ce point les autres pays, c'est aussi parce qu'ils gagnent guerre sur guerre. L'Empire du Japon gagne contre l'Empire des Qing en 1912, ce qui mènera à la fin d'une dynastie qui aura duré plus de 300 ans. En 1895, le royaume de Joseon, en Corée, est soumis par le Japon, qui fera assassiner et violer l'impératrice Myeongsong, qui se rapprochait des Russes pour faire protéger son pays. En 1905, ce sont les Russes qui perdent la guerre contre les Japonais. Toutes ces victoires commencent à forger dans l'imaginaire collectif japonais l'image d'un Japon invincible et protégé par les dieux. S'ajoute en plus dans les années 20 le début de la censure de tous les journaux qui critiqueraient de près ou de loin l'empereur ou sa politique. Avec autant d'importance militaire et culturelle, le Japon s'est assis en 1919 à la table des fondateurs de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. À cette époque, l'image du Japon commence à passer de bon sauvage à ennemi pour les puissances européennes, notamment parce qu'on considère comme une humiliation la défaite de la Russie. Mais le Japon n'est pas le seul, à cette époque, qui résiste contre la colonisation et les invasions venues d'Occident. En Afrique, le seul pays à ne jamais avoir été colonisé est l'Empire d'Éthiopie. Le 1er mars 1896 a lieu la bataille d'Adwa. Cette bataille, renommée après la victoire d'Adwa, opposait l'Empire d'Éthiopie, dirigé par l'empereur Ménélik II, au Royaume d'Italie, dirigé par Emmanuel III. Je précise que l'Empire d'Éthiopie était toujours sous pression constante, avec les Anglais au Kenya, les Français à Djibouti et au Soudan, et les Italiens en Somalie et en Érythrée. Mais finalement, la victoire d'Adwa a fait entrer l'Éthiopie au panthéon des pays non blancs qui sont respectés mais surveillés du coin de l'œil. Pour les Européens et les Américains, il y a une véritable différence entre les Noirs et les Éthiopiens, entre les Africains et les Éthiopiens. Cette séparation va être tellement forte que même maintenant, l'Éthiopie a une place à part dans l'imaginaire du Maghreb, par exemple, qui avait été contrôlé par la France pendant la colonisation. Jusqu'en Amérique, où on voyait l'Éthiopie comme un pays presque impossible, une chimère où des peuples noirs vivraient sans être rabaissés ou réduits en esclavage. Cette croyance se base sur l'épisode biblique de la reine de Saba et du roi Salomon. En très court, la reine de Saba régnait sur l'Éthiopie et le Yémen et a rendu visite au roi Salomon, un roi qui avait la réputation d'être toujours juste. À la suite de péripéties que je ne vais pas vous raconter parce qu'on n'a pas 1h20, les deux rois et reines ont eu ensemble un fils qui serait à l'origine de la dynastie éthiopienne. On l'appelle la dynastie Solomonide. Solomonide, Salomon, on s'est compris. Les Éthiopiens considèrent qu'ils descendent tous de ce roi, et donc ils se considèrent comme au-dessus des autres peuples africains. Dans l'esprit des autres pays soumis à la colonisation, l'Éthiopie a justement un statut presque biblique à la fin du 19e siècle. Mais dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué. L'Éthiopie en général, même lorsqu'elle n'était pas sous l'Empire, a pratiqué l'esclavage envers les Shankela, les Noirs, parce que les Éthiopiens considéraient qu'ils étaient inférieurs à eux. À l'époque de l'esclavage, le métissage avec un autre peuple qu'éthiopien, donc un autre peuple que les ethnies d'Éthiopie, était considéré comme immoral, parce que ce serait altérer le sang. Oui, le mythe du sang pur a existé absolument partout sur ce globe. Toute personne qui n'est pas éthiopienne est nommée même maintenant Ferengi, l'étranger. C'est aussi pour ça que le métissage avec les Européens n'était pas considéré comme étant respectable, comme donnant une qualité au-dessus des autres. L'un des arguments qui s'ajoute aussi, c'est la spécificité de la croyance éthiopienne. Au XIXe siècle, et même aujourd'hui, l'église orthodoxe éthiopienne est très forte, et donc les autres religions, notamment l'islam, ont beaucoup de mal à s'imposer. Le calendrier, les fêtes, les jeûnes, ne serait-ce que l'heure ou les pratiques religieuses, les interdits alimentaires, tout est lié à l'orthodoxie éthiopienne. Et cette croyance unifie le pays, d'une certaine manière, quitte à l'imposer aux peuples conquis par l'Empire éthiopien, comme les peuples du Sud. À la fin du XIXe siècle, Ménélik II avait reconstitué l'Empire éthiopien. Pour réussir à créer cet empire immense, il a, année après année, soumis le territoire du Showa en faisant tuer le roi Bézabé, le Wollo,
en faisant un pacte avec la reine Workitu, et enfin en livrant aux Anglais le roi des rois, Théodros II, qui se suicidera avant même d'avoir été pris. Ils prendront alors son fils, Alemanyu, qui a été élevé à la cour d'Angleterre, mais qui ne reverra jamais l'Éthiopie. Mais il faut surtout pas penser que les Éthiopiens vivaient en autarcie à cette époque-là. L'Empire a conscience qu'il est au milieu d'un carrefour commercial, pour les peuples européens. Donc, il va profiter de ça. Le développement de l'éducation et de la technologie se fait à vitesse grand V. L'élite éthiopienne était cultivée, parlait plusieurs langues, notamment le français, l'anglais, parfois l'espagnol, et allait dans des écoles européennes pour ramener le savoir à Addis Abeba, aller au cinéma, développer la mode. Contre des échanges commerciaux, la France avait même financé la ligne de chemin de fer reliant Djibouti à Addis Abeba, menaçant même le commerce des propriétaires de caravanes de chameaux. Mais pourtant, la tradition était toujours très forte. Le peuple continuait à réciter les prières orthodoxes en amharique, et on racontait toujours ces histoires sur les hyènes d'Harar. On se prosternait toujours devant la croix creusée de la Libella. Les femmes rabattaient toujours sur leur poitrine leurs grands voiles blancs, et les hommes cachaient leur visage sous de grandes nettas, pour échapper au froid des hauts plateaux ou la chaleur de l'Ogaden. Dans les années 1920, monte en puissance un jeune prince, fils du gouverneur d'Harar. Son nom ne vous dit peut-être rien pour le moment. Il s'appelle Ras Tafari Mekonnen. Fils de noble, descendant direct de la dynastie salomonide, inutile de vous dire qu'il a reçu une très bonne éducation. Il parlait couramment le français, l'anglais, l'amharique et l'arabe, et il a été formé par un prêtre pour parfaire son éducation. Au début du siècle, son père, gouverneur d'Harar, roi du royaume de Shoa, vient de mourir. Mais Tafari est très vite écarté du pouvoir à cause de son jeune âge. Dans tous les cas, Tafari n'est pas intéressé par Harar. Il souhaite un jour s'installer sur le trône impérial. Il a de grandes visions pour l'Éthiopie, qu'il veut moderniser et occuper, mais surtout profiter des terres au sud pour résoudre les problèmes de population et de chômage qui sévissent au nord. Mais c'est aussi et surtout une façon pour lui de repousser les possibles attaques des Somaliens et des Kenyans, contrôlés par les Européens en postant des bases militaires stratégiques. Et ça tombe bien, Ménélique II, celui qui avait repoussé les Italiens, est en train de mourir, et beaucoup de prétendants se pressent pour obtenir le pouvoir impérial. Mais Taïtou Betoul, l'impératrice, refuse de céder le pouvoir. Elle en sera quand même exclue par l'arrivée de Yassou II, le cousin de Rastafari. Tafari, qui est sur la touche, décide alors de profiter de son lien avec son cousin pour lui prouver sa loyauté, en épousant sa sœur. Et en fait, c'est une très bonne stratégie, parce que en se liant au nouvel empereur, il prouve de une qu'il n'a pas de mauvaises intentions, et de deux, il récupère toutes les possessions de sa femme. En 1922, 4 ans avant le couronnement de l'empereur Shoa, Tafari se présente en Europe et s'impose avec sa cour pour inscrire l'Éthiopie à la Société des Nations. Il faut comprendre que, à l'époque, c'était surtout des nations blanches qui y étaient, et donc c'était un symbole extrêmement fort. Il y est en suivant son cousin, mais très vite, Yassou IV commence à sentir que Tafari lui fait de l'ombre. Sauf que c'est déjà trop tard. Yassou IV fait la pire erreur qu'il pouvait faire. Il se convertit à l'islam. Je sais pas si vous réalisez. Il faut bien comprendre que l'Éthiopie est loin d'être islamophobe, puisque plusieurs régions sont traditionnellement musulmanes, comme justement Harar, qui est la ville du premier muezzin de l'histoire de l'islam. Mais cette conversion arrive avec beaucoup de problèmes politiques. Par exemple, Yassou va donner des pouvoirs à des sultans qui vont le dominer, parce qu'ils se sont convertis ou parce qu'ils sont nés directement dans la religion musulmane. Il va s'afficher avec des rebelles indépendantistes. Il va être excommunié par l'église orthodoxe, et donc considéré comme un paria. Et à votre avis, qui va lui succéder ? Ras Tafari Mekonnen. Il s'assoit sur le trône impérial en 1928, 2 ans après le couronnement de l'empereur Shoa, à l'âge de 36 ans. C'est remarquablement jeune pour l'époque. Il prendra alors le nom extrêmement connu de Haïlé Sélassié, premier du nom. Il a déjà construit tout son gouvernement, notamment ses proches, ses conseillers, mais aussi des gens en qui il a confiance. Et parmi ses ministres se retrouve un certain Erui Woldé Sélassié, à qui il a donné le poste de ministre des Affaires étrangères. Retenez bien ce nom. En 1930, une délégation d'Éthiopiens débarque sur le sol japonais. Parmi eux se trouve Erui Woldé Sélassié, le ministre des Affaires étrangères de l'Empire éthiopien. C'est son premier voyage au Japon.
Bien que ce ne soit pas une arrivée officielle, Erwi Wolde Selassie a un seul objectif en tête, rencontrer l'avocat Sumioka Tomoyoshi, aussi connu sous le nom de Kaduka, mais ça dépend des alphabets. On pourrait trouver étrange qu'un ministre veuille rencontrer un simple avocat, qui ne parle même pas l'amharique en plus. Pour ceux qui ne savent pas, l'amharique, c'est la langue majoritaire en Éthiopie. Mais c'est parce que je ne vous ai pas encore parlé de Erwi Wolde Selassie. Il s'agit de l'archétype du pauvre qui a gravi les échelons de la société, surtout dans la société éthiopienne du début du XXe siècle, qui était très fermée au changement. Erwi Wolde Selassie vient d'une famille modeste. Comme ça se faisait beaucoup à la fin du XIXe siècle, il est envoyé dans un monastère pour y étudier. Là-bas, il apprend le français, l'anglais, l'amharique, le guèze et l'arabe. Il excelle en mathématiques mais dévore les livres. Il aime apprendre et cherche perpétuellement à se perfectionner. À l'âge adulte, Erwi parvient à devenir d'abord avocat, puis juge et enfin directeur municipal de la ville d'Addis-Abeba en seulement 10 ans. Fervent partisan d'Haïlé Sélassié pendant les problèmes de succession, il sera remercié en obtenant le prestigieux titre de Blatengeta, le seigneur des pages du palais impérial, et le poste de ministre des Affaires étrangères, bien sûr. Mais à la différence de beaucoup de seigneurs éthiopiens qui ne s'intéressaient qu'à leur petit monde et les rivalités pour le pouvoir impérial, Erwi est très conscient de la menace que représente la montée du fascisme en Italie. En effet, celui qu'on appelle le Duce dit ouvertement vouloir recréer l'empire romain antique et vouloir marcher sur l'Abyssinie. En 1930, les Italiens multiplient leurs postes de garde autour de l'Empire et commencent déjà à essayer de flouer les frontières. Tout ça, Erwi le voit et tient à tout prix à éviter à son pays la colonisation européenne auquel il a toujours échappé. Et quand il se documente, il voit qu'à l'Est, le Japon a eu, les 20 dernières années, une histoire quasi similaire et le même rapport à la colonisation européenne. Ce qui va le séduire, c'est la modernité du Japon. En effet, l'Éthiopie dépend encore trop de ses échanges commerciaux pour réussir à s'autosuffire économiquement parlant. Mais c'est aussi la conjugaison de cette modernité avec le respect de la tradition et de son patrimoine culturel quasi intact qui va épater Erwi Wolde Selassie. Ce n'est pas le seul d'ailleurs. Plusieurs jeunes hommes de la cour éthiopienne se sentent attirés par le Japon et ses habitants. Polis, soignés, modernes, ils formeront alors le mouvement des japonisants. C'est dans cette école de pensée que Erwi trouvera son interprète. Daba Bieru, c'était un jeune homme qui parlait très bien anglais, proche d'Haïlé Sélassié bien sûr, et qui travaillait pour Erwi Wolde Selassie, qu'il avait pris comme son protégé. Donc c'est avec confiance que Daba Bieru, Wolde Selassie et leur escorte vont rencontrer un avocat japonais qui les a invités, ce soir de l'année 1930. On pourrait croire que les japonisants, l'admiration pour le Japon et tout ça, c'était une histoire d'amour à sens unique. Eh bien, pas du tout. Comme je vous l'avais dit, le parti Tsoeya et Kodoha soutiennent l'empereur et souhaitent la militarisation du Japon. Ce sont des partis extrêmement nationalistes. D'ailleurs, ce sont ces deux partis qui pousseront l'empereur Showa à s'allier avec l'Allemagne et l'Italie. On pourrait penser qu'ils seraient contre toute forme d'ouverture au monde. D'ailleurs, j'imagine que vous êtes peut-être comme moi. Je me suis toujours demandé pourquoi les Japonais, les Allemands et les Italiens, qui tous suivent des classifications et des idées qui sont racistes, pouvaient être alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Genre, pourquoi ils seraient des exceptions les uns aux autres? Ah, mais ils ne le sont pas. À cette époque, si vous vous souvenez de vos cours d'histoire, vous savez que les nazis ont essayé de faire les liens entre la culture germanique des années 1930 à une race aryenne complètement fictive, inventée de toutes pièces. Et bah au Japon, c'est pareil, à un détail près. Des chercheurs de l'époque ont estimé que les peuples au-delà de l'Oural auraient une langue commune, comme les Turcs, les Samoyèdes, les Japonais, les Coréens, les Mongols, les Mandchous en Chine et les Hongrois. Oui, les Hongrois aussi. Et donc, de cette famille de langues a découlé une idéologie, une idée. Il devait exister un grand peuple qui a été sali par les mélanges avec les autres peuples. Donc l'idée, c'est de reconstituer ce peuple et d'imposer une langue et une culture forte. Et si c'est pas possible, au moins créer une grande cohésion en détruisant ou alors en réduisant en esclavage tout ce qui est inférieur. Toute cette idéologie dont je viens de vous parler, ça s'appelle le touranisme. Et si vous cherchez, c'est toujours utilisé en Hongrie par les partis d'extrême droite. Vous allez me dire, d'accord, mais pourquoi réduire en esclavage les Coréens s'ils font partie du même peuple?
Parce qu'ils sont considérés comme étant trop mélangés aux Chinois Han. Vous savez qu'il existe plusieurs peuples en Chine. Les Han sont considérés comme étant inférieurs aux Mandchous, excepté la famille royale. Et ça, on va y revenir. Le grand projet de l'Empire japonais était donc la fusion de tous ces pays asiatiques pour n'en former qu'un, l'Asie. Avec une seule langue, bien évidemment, le japonais. C'est une des raisons de la colonisation japonaise en Corée puis en Chine. Maintenant que vous avez compris ce que c'était que le touranisme et le projet des Japonais, vous allez vite comprendre pourquoi ils soutiennent les Éthiopiens. Les Éthiopiens ont une histoire en miroir avec les Japonais. Tous deux sont des empires, les deux sont contre les pouvoirs européens, les deux sont attachés à leur culture, les deux se sont battus pour gagner des guerres contre les Européens à 10 ans d'intervalle. Et les deux sont en voie de modernité. Donc aux yeux de l'extrême droite japonaise, l'Éthiopie est une sorte de frère caché. C'est pour cette raison que, quand Erui Wolde Selassie est invité par ce fameux avocat, il a sonné à la bonne porte. Parce que ce fameux avocat, c'est pas n'importe qui. Son nom c'est Tomoyoshi Sumioka. Selon les écritures, il peut aussi s'appeler Kaduka. C'est un très grand fervent du touranisme. Et il a beaucoup de contacts à l'international. 1 an après la rencontre avec Erui Wolde Selassie et Daba Birru, il créera la fondation du touranisme japonais. Mais à leur table, en 1930, ce que Erui ne savait pas, c'est que Sumioka faisait partie de la société secrète du Dragon Noir, le Koku Ryukai. C'est une société secrète, comme je l'ai dit. Un groupe d'extrême droite ultranationaliste, panasiatique, donc panasiatique, l'idée de faire de l'Asie un seul pays. Officiellement, le groupe souhaitait seulement honorer l'empereur, mais officieusement, ils sont bien plus dangereux. Parce que ce sont eux qui ont permis l'invasion de la Corée, en faisant une topographie très précise des lieux. Ils ont tout cartographié. Ils sont partis en repérage. Ils ont déstabilisé la royauté coréenne en soutenant les rebelles. Et ils seraient impliqués dans le viol et le meurtre de la dernière impératrice de Corée. Ce sont eux qui ont fait chuter la dynastie des Qing en mettant en place un réseau d'espions dans les maisons closes chinoises et en organisant des guérillas mandchous contre l'Empire chinois. Ils sont même allés jusqu'à recruter des espions, des assassins et des saboteurs chez les Yakuza. Tout ça dans un seul but, créer un état militaire japonais où l'empereur régnerait sur toute l'Asie. Voilà ce à quoi le ministre éthiopien faisait face. Le dîner avec le ministre éthiopien se déroula si bien que Sumioka finança des études pour chercher un lien à faire entre la langue amharique et la langue japonaise, étant persuadé qu'il existait un lien. Et d'ailleurs, ils prirent 7 photos ensemble. Là, vous pouvez voir Erui, Daba Birru et le dernier personnage. Je crois que je ne vous ai pas encore parlé de lui. C'est le personnage le plus important de notre histoire. Il s'appelle Lich Araya Abebe. Si vous voulez la suite de l'histoire, rendez-vous demain à 18h.